Hier, Herman Copain, Léonard Gérin, ça c'est un Levesque, je ne sais plus le prénom. Là c'est un, je ne sais plus très bien, Marc Labélois, Herman Copain, un pourri qui a disparu, René de Verny, Arthur de Rennes, Roger Hébert, moi donc, René Bayot, là c'est un de Verny et un Levesque, je ne sais plus très bien le nom. Ça doit être Roland Payen, Arthur Mallet, Willy Villiers qui vit toujours. Ça c'est un de Verny, je crois que ça c'est René de Verny, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps. Ça c'est un de Beaume qui était de Beaumont. Ça c'est Arthur Mallet, un Colson. Ça c'est un pourri, je crois. Ça c'est René Selvé, Louis Matisse. Et là je ne tombe plus sur le nom. Un Selvé aussi, et ça c'est le fils du secrétaire, Grogna. Ça ne vous dit rien, moi ça me dit quelque chose parce que je les ai connus. Il y a peut-être des vieilles personnes de Barbanceau qui se rappellent, qui ont peut-être connu ça. Hein. Mais voilà, par exemple les bers, maintenant il y a une quantité de bers. Hein. Et voilà, je ne sais pas s'ils ont cette photo, non probablement pas cette photo-là. À la rigueur, je pourrais en faire. Hein. Pas pour les ventes. Hein. L'orateur, disons, en parlant, l'orateur c'est Jean de Fer, donc, fils de Max de Fer, tous deux instituteurs, mais pas en même temps, bien sûr. J'étais à l'école chez mon père, et puis après, j'ai été instituteur à Barbançon. Ma carrière, je l'ai faite à Ranly, et je suis revenu donc finir mes jours, ma retraite à Barbançon. Et j'ai fini, mais j'étais assez adroit quand même parce que tout ce qui est ici, au-dessus, les murs, ça c'est pas nous, mais tout ce qui est en dessous de ce pardon-ci, c'est nous qui avons fait, et j'ai fait toute ma menuiserie aussi. Et j'avais 17 ans. 17 ans. Et dans le fond, je ne me plaisais pas en pension du tout, je n'aimais pas la pension du tout. Je me sentais un petit peu, c'était innocent, je me sentais un petit peu en vacances. Je n'avais pas peur. Mes parents avaient la trouille pour moi, mais moi non, ça m'amusait plutôt qu'autre chose. Ce qui était plus dur par après, c'est l'occultation. Hein. On devait fermer tout. Comme maintenant, on ne pouvait plus sortir le soir, et alors il n'y a plus de lumière, plus de lampe, rien du tout, plus d'éclairage. Donc on avait l'habitude d'aller écouter le poste, parce que ça s'appelait ici Londres, là, le poste anglais. C'était prohibé, mais enfin tout le monde le faisait. Hein. Et alors on allait écouter les nouvelles chez les parents ou chez les grands-parents. Et on s'enfermait, on se calfeutrait, puis on écoutait ça religieusement. Hein. Le général de Gaulle et tout ça. Et alors, on avait, oui, presque partout, il y avait une grande carte épinglée sur le mur et on mettait des petits drapelets là, pour montrer la situation des armées, là, qu'on voit quelquefois au cinéma. Là, hein. Ouais, ouais. Alors, ce qui était primordial, ben, à ce temps-là, c'était quand même la nourriture. Hein. Les fermiers étaient privilégiés. Hein. Ils élevaient le cochon, ils avaient du lait, ils avaient du beurre, etc. Hein.
J'étais quand même jeune, hein. J'étais déjà un homme. Hein. Juste quelques jours avant la guerre, avant le 10 mai 40, mon grand-père maternel m'avait acheté un vélo Herstal, un vélo belge. Magnifique vélo. Il y avait un défaut, il était pesant. C'était du costaud. Et je me souviens, comme j'étais un peu gâté, j'étais le fils unique, j'avais dit, ben, moi je voudrais bien, il me faudrait un dérailleur. Ça fait que c'est moi qui ai eu le premier dérailleur à Barbançon. Et alors, bon, j'ai fait deux, trois petits passages de chez mon grand-père à la maison, etc. Et puis on est parti en 40 et le vélo est parti aussi. Hein. C'était des réfugiés qui prenaient les vélos, ils trouvaient pour foutre le camp, pour se sauver. Hein. Bon, il faut dire qu'il y a eu des pillages quand même. Hein. Je vous dis, la cave à vin de mon père a été complètement vidée. Il y avait des capsules bleues tout le tour de la maison, dans le parc et dans la cour. Les capsules bleues, c'était des bouteilles avec une capsule bleue. On les appelait les capsules bleues, c'était des bouteilles de Bourgogne. Et alors, quand on avait eu un passage de troupes, ben, il y avait des déchets, etc. Alors, ils repoussaient tout dans la cave. Puis venaient d'autres réfugiés, d'autres occupants momentanés, ils repoussaient tout dans la cave. Et quand nous sommes rentrés, la cave était remplie de saloperies, de saletés. Hein. Et alors, on a été un peu volé quand même. Hein. J'ai une des choses que je regrette le plus, c'est un don qu'on m'avait fait, ça. J'avais un magnifique jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. Les blancs, les pions blancs, c'était de l'ivoire, et les pions noirs, c'était de l'ébène, mais le roi, c'était une figure sculptée, hein, c'était une belle pièce. Hein. C'était un jeu d'échecs qu'on avait donné à mon grand-père à Paris, en 14, pour le payer, ou le remercier, je ne sais plus très bien de quoi. C'était un jeu d'échecs parisien. J'avais oui, deux, trois, comme ça, deux, trois bricoles de vieilles de vieilles choses. Mais ça a été un peu visité. Hein. J'avais la chance que mon grand-père avait une voiture. Hein, c'était son dada. Il avait une grosse Chevrolet. Et alors, on était un peu privilégiés, si vous voulez. Hein. Je me souviens très bien qu'il y a un moment où la douane était fermée à Civry. Les Français ne laissaient plus rentrer les Belges. Ça n'a pas duré tellement longtemps. Alors, on s'est garé en bordure de la ville de Civry, du village. Et la voiture, je vois encore la voiture, était très, très près d'un fossé. Et alors, les Allemands sont venus bombarder quelques bombes. Et à chaque déflagration, la voiture avançait un tout petit peu. Et on était là, on se disait, tiens, si ça continue, on va se faire écraser. Mais moi, j'étais jeune, ça me faisait rire, hein, je n'avais pas peur. Hein. En France, quand j'ai vu le premier sidecar allemand arriver, je n'avais jamais vu dans le monde de ma vie, moi. Hein. Et alors, on était dans la cave avec cet institut-là, c'était l'instituteur de la localité, du village, et c'était des murs maçonnés avec des cailloux roulés du Rhône. On allait retirer les cailloux roulés du Rhône à l'époque, et on maçonnait ça avec un mortier très léger, donc c'était des murs qui n'étaient pas très très solides. Hein. Et l'instituteur qui était avec nous, et on était tous ensemble, il avait été à l'artillerie, hein, et alors il disait coup de départ, puis coup d'arrivée, le bruit était différent. Le bruit en sortant du canon, puis le bruit à l'explosion. Et heureusement, les obus passaient au-dessus de nous parce que les maisons n'étaient pas très 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 solides. Et je suis retourné une ou deux fois dans le pays par là, en vacances, mais j'ai pu retrouver l'école, tout ça a été changé, modernisé, ce n'est plus à reconnaître. Et alors, quand j'étais là-bas, en France, ben, on était hébergés gratuitement, bien sûr, gentiment, c'était gentil, mais
mon père m'a dit, écoute, moi je vais me proposer pour aller travailler parce que je ne peux pas, euh, euh, comment dire, abuser des gens là-bas. Et alors, il est allé, je ne sais plus dans ce qu'il faisait, il est allé dans une fabrique de, de, d'ustensiles en faïence. Et moi, je me souviens, euh, euh, mes parents m'ont dit, attends, tu vas aller t'occuper parce qu'il y avait une petite jeune fille chez l'instituteur et il ne voulait pas que je reste trop souvent avec elle, probablement. Et alors, j'étais trié des fruits chez un marchand de fruits. Et les fruits, c'était la pêche et la cerise, qui n'ont rien à voir avec les pêches et les cerises d'ici. Hein. C'était délicieux. Hein. Les pêches, si vous alliez promener dans les champs, les pêches tombaient par terre, bien mûres, on ne les ramassait pas. Hein. Il y avait alors les cerises, je ne sais plus comment ils appelaient le terme, c'était le mailleur qui vendait ça, le maire de la localité, il vendait ça. Et alors je devais, je ne sais plus le terme, je devais enfin enlever sur les paquets, sur les récipients, enlever les cerises qui étaient laides pour que ça paraisse bien. C'était, je ne sais plus le terme exactement, pour que ça présente mieux. Quoi. À part ça, ben, on tirait son plan. Hein. On était très bien reçus pour ça, ça fait que je ne sais pas comment ils faisaient. Les dames qui étaient avec mes grands-mères, mes mères, ma tante, tout ça, je ne sais pas comment ils proposaient, je ne me souviens plus très bien, ils partageaient d'importance ensemble. Hein, bon. Puis quand c'est des époques comme ça, il y a tout de même un esprit d'entente, d'assistance, plus qu'en temps normal. Hein. Solidaire, oui, oui, bah oui, oui. Oui, puis après eux, ils ont attrapé les Allemands aussi, donc ils étaient comme nous. Donc on a fait je sais pas, 900 km peut-être. Je crois que ça dans l'instant. Pour rien, parce qu'après on était rejoints par les Allemands. Donc, et alors dès que les Allemands sont arrivés ici, mon grand-père, on est reparti. Hein. Alors, on a envie de revenir. Et je sais pas, on n'a pas été embêté, rien du tout. Si, on voyait de temps en temps des clôtures qui avaient été arrachées par les véhicules, les tanks, je sais pas quoi. On voyait une vache crevée, un cheval crevé. Hein, et elles étaient, ça m'a frappé, elles étaient gonflées. Hein. Il faisait chaud et les gens ne passaient pas leur temps, les guérissages ne passaient pas. Hein. Et alors on voyait quelquefois quand même des maisons qui avaient été visitées, hein, qui avaient été pillées, vidées. Hein. Oui, ça, c'est un fait inévitable. Hein. Il y a des gens plutôt malhonnêtes, mais ils vont visiter le voisin. Hein. Pendant la guerre, l'école a été fermée à certains moments, elle était remplie de paille, hein, et alors il y avait je ne sais pas un régiment, je ne sais pas comment dire, mais un groupe de, je ne sais pas comment on appelle ça, un groupe de soldats qui logeaient dans l'école, sur la paille, hein, et alors, de temps en temps, ils partaient en chantant Ali, allô, hein, ils s'étaient en torse nu et ils descendaient en rang, etc., ils allaient nager dans les temps d'Arbançon, puis ils remontaient. Hein. Ça a frappé les gens qui étaient ici parce qu'ils voyaient des soldats qui marchaient. C'est pas pour ça, ils marchaient au pas, hein, ça, ils étaient dressés. Hein. Oui, il y a eu, ils occupaient l'école, donc, et il y a un vieux vieil Allemand, hein, oh, un petit gros, chauve, il recrutait un peu tout hein, sur la fin. Hein. Et il n'a pas l'air méchant du tout. Hein. Et il est venu demander à mes parents s'ils pouvaient bien venir réchauffer sa soupe, je sais pas quoi. Fait que, non, on n'aurait pas osé leur dire non non plus. Hein. Il est venu, et mon père qui baragouinait un peu d'allemand, ben, il se parlait il racontait des histoires, je sais pas quoi. Tandis qu'en 14, les Allemands sont arrivés aussi en 14. Et alors,
mon père était tout jeune, il était, oui, en 14, oui, il venait de sortir de l'école normale, donc, et alors le bourgmestre de l'époque, Gérard, à cette époque-là, on se connaissait tous, hein, plus que maintenant. Hein. Le village était plus, comment dire, il y avait moins d'étrangers, c'était tous des gens qu'on se connaissait de vieille date. Hein. Et alors, le mailleur Gérard avait dit à papa, va pu recevoir, en éclaireur, va pu recevoir les Allemands. Et là, c'était le 14, hein, 1914. C'était un régiment du neveu de l'empereur d'Allemagne, qui était le commandant de ce régiment-là. Et mon père est allé donc du côté un peu plus loin que la locomotive, là, vous voyez où c'est, sur la route de Boussu. Hein, et alors, je ne sais pas très bien ce qu'il... Hein, il les a reçus le plus gentiment possible, parce qu'on avait peur. Hein, et alors, ils sont allés directement dans le château. Hein, occuper le château. Tous les châteaux étaient occupés par l'armée. Hein. Par n'importe quelle armée, en cas de guerre, ils occupent les châteaux. Hein. Du moins les officiers. Pas le temps, ils faisaient que passer. Hein. Ils sont arrivés de Torsingerie avec leur char. Ils passaient à travers tout, hein. Les clôtures, tout. On passait, on allait tout droit. Hein. C'est la guerre. Hein. Et alors ils sont arrivés de Torsingerie et ils sont passés derrière chez moi, ici, dans les prés. Et moi j'habitais à l'école là-bas, et on les a vus arriver entre le cimetière et l'école, les maisons communales maintenant. On les a vus arriver 2 secondes, hein, ils passaient, puis ils avançaient, ils fonçaient. Hein. Ils poursuivaient les Allemands. Oui, hein. Alors, il y a eu 1 ou 2 coups de canon. Mais il y en a un qui est tombé dans le coin d'une petite maison ici, près du cimetière, du côté on l'appelle le couvent. Mais pas grand dégât. Non, les Allemands fouillaient, donc il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de résistance. Quoi. Non, non. Je me souviens, oui, je vous l'ai dit, hein, il y avait un petit car allemand hein, qui fouillait. C'était dans l'arrière-garde, disait-on. Hein, et ils étaient serrés, puisqu'il y avait un pneu qui était crevé, il roulait quand même. Hein. Donc, ils avaient la pétoche. Hein. Et alors, en 18, c'était l'inverse, c'était les Canadiens qui sont venus à Barbançon, des soldats canadiens. Et alors, papa s'est lié d'amitié avec un soldat, et il dessinait très bien, et il avait dessiné le château à la plume, à l'encre de Chine, à la plume. Je ne l'ai pas ici parce que je l'ai donné à Yolande, ce portrait-là. Et il était marqué « For Manfred, Max de Fer », pour mon ami Max de Fer. Hein. Alors là, des petits souvenirs.